la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire s'intéresse ce dimanche à la mise en place du bureau du cadre national de concertation des partis politiques. Pour en parler, Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Cherif, recevons sur ce plateau M. Brice Mbaye Guetmbaye, président du MPTR, désigné coordinateur de ce cadre. M. Mbaye, merci et bienvenue sur le plateau d'invité de la semaine. Merci beaucoup, je vous remercie de porter votre choix sur ma personne. Vous avez été désigné coordonnateur du cadre national de concertation des partis politiques le 28 mars dernier. Dites-nous, quelle est la différence entre la CNDP et le CNCP, ou s'agit-il juste d'un jeu de mots qui remplace le mot dialogue par concertation? Oui, merci beaucoup, parce qu'il faut faire la différence entre les deux organes. Le cadre national de dialogue politique était issu donc de l'accord du 13 août 2007 qui était suivi donc du comité de suivi de cet accord. Et à la fin de ce comité de suivi, la classe politique a jugé bon sur l'impulsion donc du maréchal du Tchad, paix à son âme, qui a demandé que les discussions, le dialogue entre les partis soient pérennes. Et c'est pour ça que ce cadre permanent a été créé. Et donc le CNDP a été créé a fonctionné jusqu'à un moment donné. Et on a ressenti à un moment donné que le CNDP ne fonctionnait plus comme il valait. Parce que c'est un cadre de recherche de consensus, mais à un moment donné, il ne fonctionnait plus. Les acteurs politiques commencent à ne plus avoir confiance à ce cadre. C'est pour ça que les hautes autorités ont décidé donc de dissoudre ce cadre. Et une fois l'avoir dissous, alors on a remis tout entre les mains des acteurs qui étaient en train de préparer le dialogue national inclusif. Et donc c'est le dialogue national inclusif qui a encore relancé l'idée que la concertation permanente entre les partis politiques est importante dans le cadre de l'accompagnement de cette transition. Vous savez, le Tchad a failli basculer quand même dans l'anarchie, heureusement. Je crois que le concours des uns et des autres, et surtout de l'armée qui a su prendre ses responsabilités, suite donc au désistement justifié. Aujourd'hui, le désistement donc, du président de l'Assemblée nationale peut être considéré comme un acte de paix. Le contraire aurait donc produit d'autres effets. Donc, c'était avisé, c'est comme ça que nous sommes arrivés là. Et comme le dialogue national inclusif recommande qu'il y ait une concertation entre les partis politiques sur des questions majeures qui peuvent toucher la vie et politique, peuvent toucher l'intérêt général de l'État, nous sommes arrivés cette fois-ci. Pas parce que le gouvernement a manigancé pour créer un cadre, comme par le passé, mais cette fois-ci, le président de la transition a invité les acteurs politiques, a dit « Vous êtes libres, allez vous organiser et sans contrainte, créer un cadre de concertation entre vous. » Et je crois que nous sommes partis. Et le ministère de l'administration du territoire nous a offert simplement un cadre pour nous permettre de travailler sur les textes de base et ensuite procéder à la désignation des membres. Et ensuite, le consensus est tombé sur ma personne avec l'aval de l'ensemble dont les autorités de transition. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous dire à cause de ce cadre. Mais le cadre n'est pas le même. Ce cadre est un cadre qui doit nous conduire essentiellement à accompagner la transition dans l'apaisement, dans la discipline, dans l'organisation des élections transparentes. Il n'est pas question de chercher à jouer le lobby parti opposition majorité ou des calculs d'intérêt. Non, nous allons faire en sorte que les structures, l'armada institutionnelle en ce qui concerne les textes électoraux, soient conçus de manière à ce que les élections, qu'il s'agisse du référendum, du présidentiel ou des élections législatives et locales, soient organisées pour que les résultats soient acceptés de tous et que finalement le Tchad se retrouve quand même sur des rails pour fonctionner comme un État, comme un État, je crois, apaisé, comme un État prospère, comme un État discipliné, comme les autres États. Voilà un peu la différence
que nous pouvons constater entre le CNDP et le CNCP. À vous entendre, on peut parler d'un cadre plutôt amélioré, une version améliorée du cadre. Bien sûr, parce que déjà, au vu de sa composition, nous sommes partis pour permettre à chaque parti politique regroupé ou non regroupé de désigner librement ses représentants au sein de ce cadre. Ça, c'est la première différence. Deuxième, vu même le nombre, on a voulu, puisque avec le temps, les partis politiques ont augmenté. Aujourd'hui, on est à presque 239 partis politiques. Donc, comment faire en sorte que les 239 structures politiques arrivent à se faire représenter dans un organe qui est aussi restreint? C'est pour ça qu'on a augmenté le nombre jusqu'à 51 membres de la coordination du CNCP. Et puis le bureau est formé avec 13 personnes. Donc on a tenu compte des différentes sensibilités politiques. On a tenu compte du fait qu'effectivement, il faut que les tendances politiques soient représentées au maximum dans cet organe. C'est pour ça, effectivement, que dans son contenu, pour la première fois, vous avez vu que le protocole d'accord a été signé publiquement et visé par tout le monde. Ça a été très consensuel. Et pour la première fois aussi, je peux vous rassurer, le gouvernement s'est tenu à l'écart pour laisser les partis politiques faire eux-mêmes. C'est ça aussi l'amélioration qu'on a obtenue. Monsieur le coordonnateur, vous avez ébauché d'entrée de jeu. Je vais vous demander quelles sont les missions exactes assignées à ces cadres. La mission première du cadre, c'est accompagner le processus politique qui est enclenché avec la transition. Suivre toutes les opérations électorales qui vont s'organiser dans le pays. Avoir l'œil également sur toutes les questions d'intérêt national qui peuvent surgir dans le pays. Le cadre peut s'en saisir et aussi élaborer les projets de texte, les avant-projets de texte et les soumettre au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques sont donc au cœur de la gouvernance. Or, si les partis politiques restent à l'écart, ne portent pas de jugement, etc., ça va être extrêmement grave pour le fonctionnement d'un État. Donc, c'est comme ça que cette mission, qui est de suivre tout le processus politique qui est enclenché au sein de cette transition, et pourquoi pas au-delà, et faire en sorte également que ce processus politique soit le plus apaisé. Parce qu'il faut faire en sorte que les tensions politiques baissent. Et c'est pour ça que les partis politiques doivent être permanemment en contact. Donc sa mission première, c'est de faciliter le climat politique pour que, effectivement, le gouvernement s'adonne à répondre un temps soit peu aux besoins vitaux du peuple tchadien. Sur le nombre total de plus de 200 partis, tous ont été d'accord pour la mise en place de ce cadre et pour être représentés que par les 51 membres, où il y a eu quand même des réticences? Vous savez, dans la volonté générale du chef de l'État lui-même d'ailleurs, de voir les partis politiques s'organiser, l'appel a été lancé à tout le monde, à tous les partis politiques, légalement constitués dans le pays. Effectivement, il y a eu des partis politiques qui ont eu des difficultés, que vous connaissez, avec des manifestations, etc. Certains partis politiques ont eu des difficultés et se sont vus sanctionnés. Mais à la faveur donc de ce processus de mise en place de ce cadre de concertation des partis politiques, la sanction a été levée. L'objectif était de leur permettre de participer à cette élaboration. Mais il se trouvait aussi quelques partis politiques qui ont des revendications peut-être spécifiques et qui ont porté et qui disent qu'ils ne participent pas à ce cadre. Nous les avons identifiés et je crois que notre premier rôle, le premier acte qu'on va poser dans les jours à venir, c'est de mettre en place un comité de médiation qui iront vers ces partis politiques
Et nous allons les inviter, je crois que ce jour-là, vous serez là, pour qu'ils viennent compléter la liste, signer le protocole pour qu'on s'accompagne. Donc d'ici la semaine prochaine, un comité de médiation au sein de la coordination sera mis en place pour aller vers cela, pour que, effectivement, cette transition-là, les partis politiques s'en approprient. Ils sont combien? À peu près une vingtaine. Oui, coordinateur, avec ces ratés de consensus, la mise en œuvre du cahier des charges du dialogue national inclusif et souverain n'est-elle pas d'avance biaisée? Oh, on ne peut pas dire que la mise en place du cahier des charges serait déjà biaisée. Je crois qu'il y a un cahier de charges, il y a aussi un calendrier. Et donc, les deux évoluent ensemble. Mais nous avons des contraintes. Vous savez que là, on est logé dans cette transition-là de 2 ans. Et vous voyez un peu, en même temps qu'on regarde la mise en place des résolutions, des dialogues national et inclusif et souverain, on regarde en même temps aussi le calendrier qui court. Donc ce n'est pas biaisé. Je crois que jusqu'à l'heure où je vous parle, si vous prenez un bon observateur politique, la suite est en train d'être suivie. Ce qu'on peut noter, et il y a beaucoup ont porté des critiques qui sont pour certains fondées et pour d'autres mal fondées, c'est que le cadre de concertation devait être mis en place avant l'organe de gestion du référendum. Et compte tenu du fait qu'effectivement, il y a d'autres contraintes, etc., le gouvernement a réussi à mettre en place la CONOREC avant que le cadre ne soit mis en place. Mais là aussi, je sors d'une réunion où on a fait des aménagements pour dire que pour l'instant, nous ne pouvons pas faire autrement que d'accompagner une mission qui va aller créer des commissions locales. Et donc une mission commune, cadre national de concertation politique, commission nationale d'organisation du référendum, conjointement est en train d'effectuer une mission. Je crois qu'ils quitteront dès demain pour aller s'occuper donc des démembrements. Mais le reste, je crois, bon, mauvais, je crois qu'on est en train d'avancer, mais très prudemment et très sereinement. Et je pense qu'on ne peut pas déjà, ça risque d'être prématuré de dire que la mise en place des résolutions des cahiers de charges seront biaisées. Ça serait très prématuré. Je crois qu'il faut arriver à un moment donné, se ressaisir, regarder ce qui est en train d'être fait et regarder ce qui reste à faire avant de juger. Ça nous rassure. Je vous rassure. Monsieur le coordinateur, vous venez de le dire, ce cadre est consensuel, mais il y a des Tchadiens qui estiment que la configuration du bureau de cette coordination n'est pas représentative de toutes les obédiences politiques du pays. Qu'en dites-vous? Moi, je voudrais bien savoir ce que vous appelez les obédiences politiques du pays. À notre avis, quand on est parti politique, on ne répond pas à des obédiences comme ça. Quand on est parti politique, on obéit à une certaine idéologie. Et je crois que ce qui nous intéresse plus ici, c'est l'idéologie. Les Tchadiens aujourd'hui se sont retrouvés. À l'époque, on raisonnait entre opposition majorité. Même il y a des organes, il y a des institutions qui ont fonctionné de manière paritaire, opposition-majorité. Aujourd'hui, il n'y a plus ce qu'on appelle opposition-majorité. Quand l'armée s'est assumée en assumant la transition aujourd'hui, mais les partis politiques se retrouvent tous mis dans le même sac. On a en face un gouvernement de transition d'union nationale qui gère et les partis politiques se retrouvent dans la même enceinte. Attendons que les élections se passent. Maintenant, il y aura un parti qui va être au pouvoir et les autres vont se constituer en opposition. Donc aujourd'hui, on va être opposant contre qui? Non. Aujourd'hui, aucun parti ne dirige le pouvoir. Le gouvernement de transition est composé donc des partis politiques d'obédience diverses. La seule fibre que nous notons en termes de différence politique entre les partis politiques, c'est un peu la fibre fédéraliste et la fibre unioniste. Beaucoup de partis politiques pensent qu'il faut désormais instaurer le fédéralisme. D'autres pensent qu'on peut continuer avec l'État unitaire décentralisé. Voilà les deux tendances politiques que nous... Et quand vous prenez le bureau
du CNPC, cette configuration est respectée. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est déséquilibré, je ne crois pas. Vous êtes un cadre de concertation. Oui. Vous allez prendre des décisions qui vont engager les partis qui ne font pas partie de votre cadre. Quel sera le sort? Il y a. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, vous avez 239 à peu près des partis politiques, dont la plupart viennent d'être créés. Une vingtaine vient d'être créée dans la foulée du dialogue, là, seulement. Mais ils ont droit aussi. Bien sûr, mais je crois qu'on ne peut pas aller impliquer un parti en gestation. Le processus a commencé depuis un certain temps. Ils étaient en gestation et dans la foulée, ils sont reconnus. Je crois qu'on a... Mais ils sont partis prenants. Ils ont les récépissés des reconnaissances. Bien sûr, mais ils ont signé le protocole d'accord. Je crois. Ils ont signé le protocole. Le dernier en date que je connais, c'est le parti pris des politico-militaires. Vous savez que les 40 quelques politico-militaires doivent transformer leur mouvement selon la procédure d'urgence en parti politique. Certains l'ont fait. Mais certains, c'est au moment où on était en train de rédiger les textes qui sont reconnus dans la foulée. Bon, maintenant, pour la coordination, nous avons fait de telle sorte que les différents groupes nous désignent leurs représentants. Et c'est ce qui fut fait. Le bureau a été formé. Mais ce n'est pas un fait en soi, parce que quand vous parlez comme ça, vous avez 239 partis politiques, vous voulez en extraire 51. Il faut bien établir les critères, il faut bien élaborer un cahier de distinction et tout ça, mais on ne peut prendre que ce qu'on a écrit 51. Évidemment, il va y avoir des mécontents. C'est comme vous passez un concours. Ce n'est pas quand vous passez un concours, c'est vrai, tout le monde est meilleur, mais vous êtes 10 meilleurs à passer le concours et qu'on a besoin, par exemple, de 2 places. On est meilleur, mais on ne peut pas, on ne peut rien. Le meilleur des meilleurs. Des meilleurs. Et donc, je crois que la loi de la nature est faite ainsi. Et donc, on ne peut plus rien faire. Mais je crois que ce qui reste à faire, c'est qu'il faut bien que les gens comprennent que demain sera aussi leur tour. Le mandat est d'un an. Le mandat est d'un an dès lors que les autres assumeront leur mandat d'un an. Il faudrait aussi faire place, laisser les autres aussi venir assumer, et là, etc., etc. Je crois que c'est cet exercice-là peut-être qui reste à consolider. Le président de transition vient de gracier donc les détenus du FACT et ceux des éléments du 20 octobre 2022. Comment avez-vous accueilli, vous, cet acte? J'ai été le tout premier à être personnellement impressionné par l'élan humaniste du président. J'ai été impressionné et j'ai pris mon téléphone immédiatement pour appeler quelques amis prisonniers pour leur dire qu'on me donne le temps de venir personnellement amener quelques-uns à la maison. Vous savez, un prisonnier de guerre sur le terrain qui prend une arme pour tirer sur vous, arrêté, mis en prison, et que vous venez lui demander de sortir de prison malgré ce qu'il a fait, vous pardonner, ça c'est un acte humaniste majeur. Et ça peut impressionner tout le monde. J'ai salué très immédiatement, tout en demandant que cela soit étendu aux manifestants du 20 octobre. On n'a pas encore fini de parler. Il y a eu un autre décret qui allait encore dans le même sens. Je crois qu'on ne peut pas ne pas saluer un tel acte. Ça serait malhonnête. Vous savez, ça serait malhonnête. Mais que cet élan se poursuive de manière à ce que ça, c'est une recherche de la stabilité du pays. Le sens du pardon qui est extrêmement important pour que notre pays enfin sache que, effectivement, malgré tout, on peut se pardonner, malgré tout, on peut laisser le tort tomber et faire la paix avec nos ennemis d'hier. Et ça, c'est un acte extrêmement important. Et je crois que le président de transition, je l'encourage à continuer dans ce sens. Parce que c'est ça aussi qui fait bénéficier de la bénédiction de Dieu. Environ 400 ex-rebelles libérés. Est-ce que c'est pas vraiment un peu dangereux? Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'ils peuvent repartir ou bien c'est pas un peu dangereux? Non, mais vous allez faire comment? Votre enfant est tombé dans le puits. Vous avez le choix de le laisser mourir ou bien de le sortir. Le président a bien fait de le sortir. N'est-ce pas? Ils peuvent toujours se rebeller. Mais on a déjà posé un bon acte.
C'est aux intéressés de penser que, est-ce que moi, vous avez la légende de l'enfant prodige, vous avez entendu parler. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais il ne faut pas être pessimiste. Je crois qu'il faut regarder toujours l'avenir dans le sens positif. Et je pense que ces gens, s'ils regardent l'avenir dans le sens positif, ils ne peuvent plus répéter la même chose. Je crois qu'il y a un moment donné, il y a une raison qui oblige à aller dans une rébellion. C'est tout à fait normal. Tout le monde a le même sentiment. Quand vous êtes fâché, vous pouvez vous révolter. Mais il y a un moment donné aussi que quand vous faites l'introspection, vous vous posez la question, pourquoi malgré tout cela, j'ai été pardonné? Et comme vous avez été pardonné, est-ce que vous-même, intérieurement, est-ce que ça ne vous fait pas vous interroger vous-même, faire l'introspection vous-même, de savoir quel est aussi ce geste majeur? Donc je crois que cet acte qui est posé là, il appartient à quelqu'un. Combien de familles sont soulagées? Combien des amis sont satisfaits? Vous voyez? Combien des amis ont retrouvé le sourire? Combien de familles ont retrouvé? Combien des enfants ont retrouvé le sourire? C'est ça qu'il faut voir. Maintenant, ce qui peut être des actes négatifs, il ne faut pas les prévenir. Ça peut arriver, mais déjà, il faut regarder plutôt l'avenir dans le bon sens. Le coordonnateur actualité, restons-y pour finir cet entretien en tant que Conseil national. Dites-nous quelle est la portée de la volonté du Tchad de nationaliser tous les actifs et droits d'Esso au Tchad. Esso exploite notre pétrole. Il dit que lui, il plie ses bagages, il s'en va. Il veut vendre tous ces installations, ces actifs, ce qu'on appelle des actifs. Ce sont ces biens, machin de droit qu'il a pour exploiter le pétrole, pour vendre, etc. Il dit qu'il va partir. Ok. Le Tchad devait lui dire que, ok, tu vas partir, mais comment on fait? Lui, il veut vendre ça à Sabana. Et le Tchad dit non, mais la loi dit non. Si vous voulez vendre le bien là, il faut qu'on voit celui qui va venir acheter là. Est-ce que c'est une bonne entreprise? Si c'est une personne, on allait dire que est-ce que c'est une bonne personne? Bon, le temps que le Tchad examine, Esso va vendre tranquillement les installations ici, vend tout ça à Savannah. Et il le vend, comment? Il lui donne un bon. Il lui donne un bon. Et voilà, il parle, et quand on se pose la question, c'est des gens qu'on ne connaît pas qui débarquent ici pour dire qu'eux, ils ont acheté les installations de pétrole du Tchad. Mais quand même, c'est notre pays. Quelqu'un débarque comme ça, il porte une kilo, il vient marcher, il dit que non, il va aller exploiter le pétrole. Où est la souveraineté de l'État dans ça? La question de fiabilité aussi. Non, de fiabilité, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'on a attiré l'attention de Savannah et de Esso pour dire non, vous ne pouvez pas faire ça. D'ailleurs, pourquoi vous ne laissez pas au Tchad? Le Tchad aussi peut prendre et exploiter. Puisque si vous évoquez même l'argent, Savannah ne vous n'a pas acheté avec vous avec de l'argent. Vous lui avez donné un bon. Pourquoi vous ne donnez pas un bon au Tchad? Bon, ok. Dans ce cas, il y a une possibilité pour le Tchad de protéger ses ressources. Et vous savez que les ressources relèvent de la souveraineté de l'État. Les puits pétroliers, les machins, tout ça. Et je crois que le ministre du Pétrole a eu une excellente explication au Conseil, et nous l'avons compris. Et c'est pour ça qu'il faut que le Tchadien fasse entrer dans son patrimoine ce pétrole-là. Le gère, nous, on va gérer pour voir. Maintenant, s'ils ont des droits à percevoir, le Tchad est tenu de leur verser leurs droits. Mais c'est quand même, il faut qu'on gère notre bien. Il n'y a aucun problème, les gens font de bruit pour rien. Vous savez, le gouvernement, en nationalisant les actifs de Esso, s'est assumé en tant que gouvernement d'un État. N'est-ce pas? Et maintenant, on verra bien. Nous aussi, on verra bien. D'ailleurs, le ministre a rassuré qu'il y a des techniciens qui peuvent gérer. Hein? Maintenant, s'il y a des actifs, on va donner le reste, on s'assume. En tant qu'État, on s'assume. Parce que cette affaire doit normalement susciter une fibre patriotique. Et quitte au gouvernement, maintenant, de faire en sorte que des jeunes soient formés dans le domaine du pétrole pour venir prendre en charge nos ressources. Donc, c'est comme ça qu'il faut expliquer la situation. Hein? C'est bon. Mais puisqu'il s'agit de pétrole, il y a un langage spécialisé qui se dit, dont le citoyen lambda ne comprend pas, et tout le monde crie au scandale. Donc il faut le faire en français facile. Voilà, en français facile comme ça. Quelqu'un vient prendre votre maison, et il fait quoi? Après, il veut partir, sans votre avis, il va louer la maison à quelqu'un d'autre,
et la personne lui verse l'argent, vous ne savez pas comment ça se passe. C'est quand même votre maison, non? Merci, monsieur le coordonnateur, d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, c'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites de venir m'exprimer sur des questions d'ailleurs qui sont d'actualité. Je vous remercie très sincèrement. Oui, je rappelle que Brice est le coordonnateur du cadre national de concertation des partis politiques. Avec lui, nous avons discuté sur la mise en œuvre de ces cadres et bien d'autres sujets d'actualité. Invité de la semaine vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre invité et un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.